Commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être de classe chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Ça brûle dans les rangs des journalistes. Aujourd'hui, le métier est totalement clivé. Il y a des protèles, il y a des protèles. Que faut-il faire dès lors qu'on commence de plus en plus à mettre en cause et en doute certaines décisions et des prises de position, même de la corporation UNPC. On parlera de ça. On reviendra sur des grandes questions d'actualité de l'heure, les questions liées notamment aux élections avec la Commission électorale nationale indépendante, toujours pas de président de la CENI. Le RAM, cette affaire du RAM avec le ministre qui était hier devant l'Assemblée nationale et plusieurs autres questions d'actualité. Pour la première fois, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau quelqu'un, et je suppose que ça ne sera pas pour la dernière fois, Monsieur Patrick Lokala. Monsieur Lokala, bonjour. La modernité, c'était un peu, vous savez, il y avait une mauvaise image, une mauvaise connotation de chaîne YouTube, mais vous êtes arrivé avec du professionnalisme et vous avez révolutionné le monde. Et voilà, ça ne ressemble pas à l'image qu'on avait des youtubeurs à l'époque. Des paresseux, des gens qui faisaient rien, qui étaient là avec leur caméra. Tout ça, on a pensé pour faire des youtubeurs. Lorsque je compare ce plateau avec des plateaux de télévision traditionnels, certains plateaux ne ressemblent pas à votre plateau de CPL. Et donc, je me dois de vous féliciter et de dire encore une fois qu'il y a lieu de rêver et de réaliser. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes journaliste dans le pays. Vous êtes même dans la commission de l'UNPC, vice-président de l'UNPC ville-province de Kinshasa. L'UNPC, c'est l'Union nationale de la presse du Congo. C'est un peu la structure qui gère les journalistes ici. On parle de votre métier. Mais est-ce que quand vous regardez la manière dont la profession s'est faite actuellement dans ce pays, vous êtes fier quand vous regardez nos aînés, les Kibambi Shintoa, les Chantal Kanimo, ce qu'ils ont fait, et vous, la manière dont vous faites aujourd'hui les métiers de journaliste, est-ce que vous êtes fier, vous, d'être appelé journaliste dans ce pays? Oui, mais à ce qui me concerne particulièrement, je peux dire que je suis fier d'être journaliste pour avoir été à l'école du journalisme à l'IFASIC. J'ai fini à l'IFASIC. J'ai appris ce métier et donc je pratique ce que j'ai appris au niveau de l'université. Ça, c'est mon point de vue personnel. Par rapport à la situation générale, l'analyse que nous pouvons faire de l'état dans lequel se trouve le métier aujourd'hui, je dois dire que il y a beaucoup de moutons noirs qui sont arrivés dans notre corporation et ces moutons noirs ont justement terni l'image de la presse. Et par rapport aussi à la presse qui devient de plus en plus mendiante, je dois dire que dans tout le pays de sous-développement, l'état de la presse est toujours dans la précarité. Le Congo n'est pas épargné, d'autant plus que le Congo est un pays qui n'est même pas un pays sous-développé. C'est un pays en dessous du sous-développement. Vous vous imaginez, lorsque l'économie n'est pas bonne, lorsqu'elle n'est pas bonne, elle entraîne des conséquences sur notre métier, qui est un métier qui généralement devrait vivre de ce qu'on appelle des annonces publicitaires. Et aujourd'hui au Congo, aucun média n'a la prétention de vivre de ces annonces publicitaires, d'autant plus que nous avons une loi sur la publicité qui n'est pas respectée. Les peu d'annonceurs que nous avons, ce sont ces annonceurs qui imposent la loi, ce sont ces annonceurs qui fixent le tarif. Et lorsque les annonceurs sont forts, les médias sont faibles et on négocie dans un rapport de force très très faible. Les rapports de force n'est pas équilibré. Et en dehors de cela, il faut ajouter que il y a une autre réalité relative à la création des chaînes de télé. Très souvent en RDC, les chaînes de télé sont détenues par des opérateurs
politique. Et lorsqu'une chaîne de télé est détenue par un opérateur politique, en réalité, la télévision ou l'organe de presse devient une extension de son parti politique. Ça devient son jardin où il met sa fille, son enfant, ceci comme cela. Et le journaliste doit survivre. Lorsqu'il faut survivre, il faut respecter la fameuse ligne éditoriale. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on est dehors. Mais entre-temps, il y a le choix entre respecter la ligne éditoriale et survivre, et le choix de ne pas respecter, aller au chômage et vivre dans un état misérable. Le choix est clair. En dehors de cela, le pays lui-même ne nous donne pas de subventions. Donc, vous ne pas les journalistes, c'est eux-mêmes responsables de la situation. Je vous donne d'abord... Vous dites que c'est le pays. Je vais y arriver. Pas vous, je vais y arriver. Le pays lui-même ne nous donne pas de subventions. Je veux vous le dire au cas où vous n'avez pas l'information. Le pays devrait en principe donner des subventions aux médias. Mais ce n'est pas une réalité. La loi existe, mais les médias congolais n'ont jamais bénéficié de subventions. La seule et unique fois qu'on a donné un peu de subventions aux médias, c'était lors du 14e sommet de la francophonie. Et depuis lors, il n'y a jamais eu quelque chose dans ce sens-là. Donc, tous ces aspects extra-profession fait que nous ne sommes pas à mesure d'être ce que nous devions être. Malheureusement. Et je l'ai dit au départ que le média aujourd'hui est envahi par ces phénomènes de moutons noirs. Des gens qui généralement ont échoué ailleurs, ou des gens qui ne se sont pas retrouvés dans la société, mais qui veulent tout simplement tenir un micro, tenir un stylo et exercer le métier de journalisme, mais sans pourtant avoir les b.a.-ba du métier. Malheureusement, à ce niveau, je constate que nous, la corporation, nous n'avons pas fait assez pour assainir, n'est-ce pas, les secteurs de c'est la question que la presse. Et quel est le rôle de vous, UNPC? Est-ce que le problème, quand vous évoquez les moutons noirs, ce n'est pas la légèreté, ce n'est pas la lâcheté, excuse-moi d'être un peu direct, ce n'est pas le manque de leadership de l'UNPC qui nous amène dans cette situation? Parce que la plupart de ceux que vous qualifiez de moutons noirs ont des cartes des journalistes leur accordées par l'UNPC. Oui, c'est pourquoi moi je plaide. Je plaide pour l'assainissement du secteur médiatique, pour ne pas dire du secteur des journalistes, parce que beaucoup de gens sont arrivés et n'ont pas les b.a.-ba du journalisme. Je crois que le travail est en train d'être fait au niveau de l'UNPC pour pouvoir assainir le secteur, parce que nous n'allons pas continuer à dire que nous ne sommes pas en même temps, nous ne sommes pas à mesure de faire en sorte que nous devenions bons. Nous travaillons beaucoup, non seulement au niveau national où nous avons le président Gabi Kouba, mais au niveau provincial avec Jean-Marie. Nous réfléchissons tout le jour que nous soyons à mesure d'identifier d'abord qui sont ces moutons noirs, combien sont-ils, et voir s'il y aura la possibilité de récupérer certains d'entre eux, les former, parce que je veux ici public, qu'à l'UNPC, il y a aussi une commission réservée à la formation. Et cette commission, après avoir identifié le mouton noir, ceux qui seront récupérables, on va les récupérer, on va les former. Et ceux qui ne seront pas récupérables, on va tout simplement leur demander de partir en refusant, par exemple, de leur renouveler la carte ou de ravir à certains d'entre eux le cadre de presse. Donc, nous plaidons beaucoup pour les états généraux de la presse. Ça nous permettra justement de faire la remise en cause de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Le métier a beaucoup évolué, mais nous-mêmes, nous n'avons pas assez évolué par rapport à la vitesse à laquelle le métier a évolué ailleurs. Donc, le travail, c'est aussi ce travail de conscience personnelle. Chacun doit faire le travail avec conscience. On dit devoir public avec responsabilité. Est-ce que chaque fois que nous sommes devant les micros, devant les caméras, lorsque nous écrivons, est-ce que nous pensons que nous pouvons, avec un stylo, avec un micro, détruire toute une société? Non, mais le problème, c'est là, Patrick Lokala. Quand vous qui êtes à la tête de l'UNPC, vous-même, vous ne prêchez pas par l'exemple. En préparant cette émission, beaucoup m'ont demandé de poser la question à Patrick Lokala. Comment vous pouvez vous plaindre des moutons noirs, des journalistes partisans? Aujourd'hui, on sait tel journaliste est katombiste, tel est tshisekidiste, tel est ceci. Dès lors que vous avez par exemple à la tête de l'UNPC Jean-Marie Kassamba, dont on sait clairement qu'il est kabyliste.
il prend des positions pour Kabila. Vous-même, on sait que vous êtes un anti-Tshisekedi, pas tenté. Vous dormez, vous rêvez, vous vous réveillez contre Tshisekedi. Est-ce que vous-même, là, les responsables du métier, ce n'est pas vous qui prêchez par le mauvais exemple? Le cas n'est-il pas parmi des personnes qui nous amènent aujourd'hui notre travail, notre profession de journalisme dans la poubelle où elle se trouve? Oui, non, ça me fait rire parce que je vous ai dit au départ, si je ne l'ai pas dit de manière hasardeuse, que je suis journaliste de formation et de profession. Donc, j'ai été formé pour faire le métier que je suis en train d'exercer. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un arriviste. Je n'ai pas été, je n'ai pas échoué ailleurs pour venir me retrouver dans le journalisme. Toute ma vie, je la gagne dans ces métiers et je la fais correctement. Je vais vous étonner, je vais vous faire rire. Il y a un moment, beaucoup de gens m'appelaient journaliste Lamuka. Il y a un moment. Lorsque je suis allé à la conférence de presse de la coalition Lamuka et que j'ai posé des questions qui ont gêné pratiquement les présidiums de la coalition Lamuka, je parle de Martin Fayulu, Adolphe Mouzitou, à ce moment-là, et même mon traité de communicateur. Je n'étais plus... On va en parler, mais je vous fais la démonstration. Les gens disaient que je suis de Lamuka, journaliste de Lamuka. Mais quand même, parce que le métier ne sont pas pour plaire aux politiques. Ça, je dois les rappeler. Nous devons traiter les politiques avec... Et ça, nous l'avons appris. Et lorsque j'ai des questions qui ont gêné, ces jours-là, j'ai cessé d'être de la... Et puis après, on met la tombiste. Lorsque, par exemple, je fais quelque chose qui va dans le sens de reconnaître les quelques actions positives du régime, on dit que je suis du régime. Et donc, ce sont des caricatures. Ce sont des caricatures. Ce sont des caricatures. Notre devoir, c'est aussi d'être tolérant vis-à-vis des opinions des autres. Je considère ces caricatures, Perrault, Katumbiste, Peter Katumbiste, Christian Bossembe, Tshisekediste, Pijera Tshisekediste, j'accepte ces caricatures parce que ce sont les opinions des autres. Nous avons des opinions vis-à-vis des autres. Il faut aussi que nous acceptions que les autres aient des opinions sur nous. Mais seulement dans l'exercice de notre métier, nous sommes liés à faire le travail avec impartialité, neutralité et objectivité. Et en dehors de cela, n'oublions pas que le journaliste est un citoyen du monde, est un citoyen congolais qui peut avoir des opinions. Ce n'est pas parce qu'un journaliste Martin Fayulu, actuellement, qu'il est devenu journaliste pro Martin Fayulu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que Tshisekedi a fait Chile Gelou, il a fait 100 jours et il le démontre qu'il devient Tshisekedi. Ce n'est pas parce que... Attendez, je vais y arriver. Kassamba était là comme kabiliste en train de prêcher dans un atelier de Je vais continuer dans la démonstration. Ce n'est pas parce que Perrault Louar a dit que je suis contre la congolité. Ce n'est pas parce que Peter Tiani a dit que je suis contre la congolité qu'il est devenu pour autant katumbiste. Est-ce que ces points de vue-là ne sont pas des points de vue qu'on peut prendre avec objectivité? Ce n'est pas parce que Kassamba a fait la visibilité des 5 chantiers de Kabila qu'il est devenu kabiliste. Et il faut évaluer Jean-Marie Kassamba par rapport à l'exercice de son métier. Est-ce que... Attendez, je ne peux pas ici... Kassamba est allé dans un atelier. C'est votre président, vous êtes son vice-président. Vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas son avocat. Non, c'est vous que j'ai en face. Kassamba, il y a 2 semaines, était dans un atelier du forum Kabila Forever. Et le thème était le kabilisme. Kassamba est venu dans ces forums-là intervenir pour prêcher le kabilisme. C'est quand même lui le président de l'UNPC Kinshasa, monsieur le vice-président. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites, vous? Je ne sais pas ce que vous appelez à prêcher les kabylismes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'expression que vous avez me semble assez fort, mais prêcher les kabylismes, je ne vois pas. Mais au moins, si un journaliste dit que Kabila a fait les 5 chantiers, si un journaliste dit que Kabila a par exemple agrandi le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, si un journaliste dit que Kabila a fait ceci, pour les Kinois lambda qui ne maîtrisent pas le principe du métier, ces Kinois va dire Jean-Marie Kassamba est un kabiliste. Mais est-ce que Jean-Marie Kassamba était un mauvais journaliste? Lorsqu'il présente ses émissions, moi par exemple, quand j'étais encore jeune, j'ai regardé Jean-Marie Kassamba à la télé, fauteuil blanc, JMK Today, il a créé Télé 50, il a révolutionné le monde médiatique. Est-ce que Jean-Marie, dans l'exercice de son métier, lorsqu'il fait 16 interviews, choc, ne fait-il pas correctement son travail? Quelque part, lui-même vous a dit qu'il a une agence de communication. Et il y vend ses services de communication, tout comme Perrault Louar a fait, tout comme Pijera a fait, tout comme faire. Mais seulement si
par rapport à l'exercice de son métier, il ne fait pas correctement son travail. Il nous revient de les sanctionner. Il nous revient. Il nous revient. Ne pas des communiqués du genre, j'ai vu Gabi Kuba contre le militantisme, contre ceci, dès lors qu'eux-mêmes ils le font. Mais écoutez, vous voyez, la loi a un caractère, ou soit les décisions administratives ont un caractère impersonnel. Nous-mêmes, nous avons constaté, vous aussi, vous avez constaté que parmi nous, il y a des journalistes véreux qui, par moments, tombent dans le militantisme. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut dénoncer cela au niveau informel. Mais quand Gabi Kuba, en tant que président de l'UNPC, le fait, ça devient un problème. Je ne vois pas à quel niveau cela constituerait un problème, d'autant plus que nous-mêmes, nous l'avons constaté. Nous sommes tous d'accord ici, vous l'avez même dit dans votre question, qu'il y a des journalistes militants. Mais vous ne voulez pas que Gabi Kuba les dénonce. Si Gabi Kuba est dans le lot des journalistes militants, il s'est dénoncé et il revient à ceux qui pensent que Gabi Kuba est un journaliste militant d'aller porter plainte contre lui à l'UNPC, parce que Gabi n'est pas au-dessus de l'Union. Gabi n'est pas au-dessus de l'Union. Je vais vous rappeler ici que notre Union a déjà sanctionné des grands journalistes. Je vais vous citer l'exemple de Kabea Pingi Passi, qui a été déjà sanctionné par l'Union. Je vais vous citer le cas de notre confrère, mon confrère et cher aîné, Joël Cadet, président de la commission de discipline. Il a été sanctionné par l'UNPC. Il a même perdu son poste. Je vous rappelle encore une fois que Christian Boussembe est derrière, traîné devant le tribunal de paix. Et donc, Gabi n'est pas au-dessus. Gabi peut être interpellé. Si vous, Perrault Louara, je donne un exemple, et tant d'autres journalistes estiment que Gabi Kuba, dans l'exercice de son métier, il fait preuve du militantisme, vous n'avez qu'à aller les dénoncer, aller porter plainte à la commission de discipline, on va l'interpeller. Si les faits sont vrais, il sera sanctionné. Mais au moins, ce qui est vrai, nous n'allons pas interdire aux journalistes d'analyser, de donner des opinions, mais seulement, ces opinions ne doivent pas être des opinions militantes, des opinions qui ne sont proches que d'un parti, mais pas des opinions qui peuvent aussi être appréciées par l'autre camp. C'est ce qui devient dangereux et très souvent, il faut le condamner. Donc moi, j'ai ma ligne derrière les de l'UNPC. Vous avez vu notre confrère Rachel Kinsita, aussitôt que le communiqué a été rendu public, il a cité on a cité une liste de journalistes qu'on qualifiait de militants, parmi lesquels mon nom a été repris. Et donc, ça veut dire, vice-président que je sois, je ne suis pas au-dessus de l'Union. Jean-Marie Kassamba n'est pas au-dessus de l'Union. Gabi Kuba n'est pas au-dessus de l'Union. Vous aussi, Perrault, peu importe la notoriété que vous avez, si un jour vous êtes au-delà ou à côté de votre métier, vous serez interpellé. Et s'il s'avère que les faits sont vrais, vous serez sanctionné. Donc, personne d'entre nous ne peut se prendre pour un journaliste qui puisse être au-dessus de l'Union. Faut parler de... je vais parler de Joël Cadet parce que vous l'avez cité, et de Christian Boussembe. Commençons par Cadet. Vous savez qu'il y a une décision, vous dites qu'il a été sanctionné, mais il y a une décision du tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, je crois, qui réhabilite monsieur Joël Cadet Ndanga comme président de la commission des disciplines et d'éthique de l'UNPC. Vous allez accéder à ça, oui ou non? Bon, écoutez, il a été sanctionné, alors qu'à l'heure où nous parlons, il est quand même bénéficiaire d'un jugement coulé en force de la chose jugée par un tribunal congolais. Voilà, vous savez, moi je suis de l'UNPC Kinshasa, la section ville de Kinshasa. Je ne suis pas de l'UNPC au niveau national, mais si je dois faire un commentaire, je sais que notre avocat conseil, maître Ngala Mouloumé, s'occupe bien de ce dossier et que l'UNPC a choisi cette stratégie de ne pas se présenter au tribunal. L'UNPC a été condamné par défaut. Il y a de voies de recours qui seront engagées par l'avocat conseil pour que cette décision n'ait pas une force de loi. Mais il faut ici le rappeler que lorsque des moyens seront présentés devant les juges se rendront compte que Joël Cadet a été invité au niveau de la commission de discipline pour avoir commis des faits qui ont été qualifiés de faits qui ont gêné les dispositions pertinentes des statuts particuliers de la commission de discipline, et qu'à l'issue des audiences auxquelles il a participé régulièrement, il a été reconnu coupable, il a été condamné, il a été sanctionné, et les statuts particuliers de la commission de discipline disent que à partir du moment où vous êtes sanctionné, vous perdez les mandats électifs.
Et donc, même si le tribunal a dit qu'on l'a réhabilité, au moment où les voies de recours seront engagées, Joël Cadet sera encore une fois confondu et je ne vois pas par quelle possibilité, par quelle magie lui reviendrait pour occuper les postes de président de la commission de discipline, d'autant plus que ce sont les statuts qui l'ont sanctionné. Et c'est juste un petit show. Il a habitué ses fans et je crois que ce show ne va pas durer. Parce qu'il a dit que toutes les décisions que vous prenez sont nulles et dénues les faits. Ça, vous appelez ça show. Donc, Non, mais c'est un petit show. Vous savez, l'UNPC, je l'ai dit, a été condamné au premier degré et ce n'est pas la fin. Je vous ai dit ici que l'UNPC a un avocat qui s'appelle M. Ngala Mouloumé qui va dans les jours à venir, je n'entre pas dans les secrets de Dieu, engager de voies de recours et que lorsque la justice va se rendre compte de ce que disent nos statuts à propos de la sanction qu'on réserve à un membre de la commission de surcroît, président de la commission de discipline, la justice va seulement se rendre compte et je suis convaincu que nous n'avons que ces statuts qui disent que Joël Cadet ne peut plus revenir comme président et je sais qu'il sera confondu. Ce n'est qu'un petit show. Joël, c'est quand même quelqu'un qui adore les micros, qui adore les projecteurs de la caméra. Il a fait beaucoup de temps en marasme, mais il était en perte de vitesse. Ce n'est que normal qu'il puisse chercher à se victimiser pour avoir la sympathie des uns et des autres. Mais c'est un petit show qui ne va pas durer pour longtemps. Un peu de polémique. Qu'est-ce qui se passe entre vous, Patrick Lokala et Joël Cadet Ndanga? On a l'impression que c'est vous, là, au niveau de la corporation, vous êtes quand même parmi nos dirigeants. Vous êtes vice-président de l'UNPC Kinshasa. Joël Cadet était président de la commission des cartes, plutôt de discipline. Mais vous avez créé une animosité qui vous ont même amené devant les cours des tribunaux. Parce qu'à un moment donné, vous avez quand même passé 3-4 jours dans les locaux du parquet de Matete. Parce que Joël Cadet vous avez amené en justice. Mbongo, Moissi, Poste. Qu'est-ce qui se passe entre Patrick Lokala et M. Joël Cadet Ndanga? Il ne se passe rien entre Joël Cadet Ndanga, qui du reste c'est mon aîné que je respecte beaucoup, et moi, Patrick Lokala. Pour la petite histoire, vous le savez très bien, Joël Cadet a pris part à une émission qui s'appelle Kiosque, une émission très célèbre et très suivie par les salons politiques, non seulement au Congo, mais aussi à travers le monde. Et au cours de cette émission, il y a eu, comme toujours, un peu de débats, chacun voulant défendre son idée, mais au sortir de l'émission, nous tous nous avions assisté à une scène macabre d'une pluie d'injures entre, d'un côté, les confrères Joël Cadet Ndanga, pourtant président de la commission des disciplines de l'UNPC, et de l'autre côté, le patriarche, comme j'aime bien l'appeler, Joachim Diana. Ils se sont insultés. Vous et moi avions tous condamné ces insultes. Et vous avez sanctionné Joël Cadet? Nous avons. Moi, Pakala, j'étais indigné et je suis allé saisir la commission de discipline de l'UNPC. Je n'étais pas encore membre au comité provincial. Je suis allé comme simple journaliste saisir l'union au niveau de la commission de discipline parce que je me suis dit que l'image de la corporation était ternie. Votre image, en tant que journaliste, mon image, l'image de ceux qui nous regardent, de nos confrères qui nous regardent, était ternie de voir que des confrères, d'un côté, président de la commission de discipline de l'UNPC, de l'autre, un doyen, respecté, expérimenté, s'est livré à une scène d'insulte. En tout cas, pour moi, j'avais pensé que ces actes méritaient d'être portés au niveau de la commission de discipline. J'ai pris le courage, je ne me suis pas arrêté comme certains d'entre vous, des hypocrites, des gens qui, en coulisses, il est contre, mais il ne veut pas se manifester. Moi, je suis quand même quelqu'un de très sincère, de très franc, et je suis allé porter l'affaire au niveau de la commission de discipline. La commission a invité, M. Joël Cadet Ndanga m'a invité également, nous avons fait des confrontations. À l'issue des audiences, il s'est avéré que les faits étaient vrais et que l'image de la corporation, votre image à vous, Perro Louara, en tant que journaliste, mon image à moi, était ternie. C'est comme ça que la commission a pris la décision de sanctionner Joël Cadet Ndanga. À la veille de la prise de la décision, Joël est parti de l'Union pour m'amener au niveau de
des instances judiciaires, notamment au niveau du parquet de la 4e rue, alors que les statuts disent qu'on ne peut pas traîner un journaliste au niveau des instances judiciaires, comment lui qui était président de la commission de discipline pouvait traîner un journaliste devant les instances judiciaires? C'était encore des faits gravissimes qui ont poussé la commission à les sanctionner. Aussitôt, comment libérer, Joël a été sanctionné de 6 mois. Joachim Diana également, qui était impliqué, alors qu'il n'est pas membre de l'UNPC, était aussi sanctionné. Le D était sanctionné et voilà, il a purgé sa peine. Maintenant qu'il a purgé sa peine, peut-être que la démarche qu'il peut faire, c'est de revenir à la profession, demander pardon aux confrères, nous demander pardon, vous demandez pardon pour avoir terni votre image en tant que journaliste, demander pardon à tout le monde et revenir comme un fils prodige, hein, on va les recevoir comme tout le monde et voilà, ça sera fini. Mais il n'y a pas de problème entre Joël Cadet et moi. D'ailleurs, après ma libération, j'avais fait une communication pour dire que dans cette affaire qui m'a opposé avec Joël Cadet, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, mais seulement nous avons tous réussi à sauver l'image de la corporation. Non, vous n'avez pas encore réussi à laver les linges en famille. On vous suit sur les réseaux sociaux. Tel dit, tel si, parfois même vous allez même au niveau des insultes, tel est comme ça, tel est comme ça. Moi pour ma part, non, mais je ne ferai pas le porteur. Je ne ferai pas le porte-parole des autres, mais moi, je ne me rappelle pas avoir fait une publication comme Joël Cadet. Le jour où j'avais déposé plainte contre lui au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais insulté. Ce n'est pas de mon habitude d'insulter les gens, mais s'il y a des gens qui le font, moi je les décourage. Mais seulement, je ne l'ai jamais insulté. C'est pourquoi je vous rappelle, après ma sortie, je n'ai pas fait du triomphalisme. Je pouvais bien le faire, quand même un jeune garçon, je pouvais bien le faire. Un jeune garçon qui gagne une bataille contre un poids lourd de la presse, je pouvais quand même m'en féliciter, mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt sagesse où j'avais dit que dans cette affaire, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu, mais que tous ensemble, nous avons sauvé l'image de la corporation. À partir de ce jour-là, je ne me rappelle pas un seul instant où moi, Patrick, j'ai pris ma plume pour m'acharner contre Joël Cadet Ndanga. Et donc, il n'existait pas un problème particulier entre lui et moi. Nous sommes des frères. Nous sommes il est revenu, nous sommes des confrères. Et si par hasard il y a des gens qui veulent envenimer le fait, je les décourage vivement. Vous avez cité un deuxième nom, c'est le nom de Christian Bossembe. J'ai vu une sorte de tollé lever les boucliers quand on a interpellé Christian Bossembe au niveau de la commission de discipline. On vous accuse, vous, Patrick Lokala, d'être utilisé par M. Jean-Marie Kessamba pour fermer la bouche de toutes les voix qui s'élèvent en faveur du président Tshisekedi. J'ai reçu ici Sélé Kanangila il n'y a pas longtemps. J'ai vu des images des journalistes qui se disent être proches de M. Tshisekedi ou qui partagent l'idéologie du président Tshisekedi, estiment que Lokala travaille pour museler toutes les voix dans la corporation qui parlent en faveur de M. Tshisekedi. Et pour preuve, Christian Bossembe est convoqué. Alors qu'il vient à peine d'entrer dans la salle, vous êtes les premiers à tweeter en disant « Personne n'est plus fort que les autres, voilà, parce que vous dites que vous n'insultez pas les gens, l'homme se trouve devant les tribunaux des pairs. On vous a également vu poster une photo avec des gens où vous dites « Tel est majordome de la maman avec... » Vous êtes quand même vice-président. Quand vous dites que vous n'insultez pas les autres et que vous prenez la photo des confrères, vous dites des confrères, vous mettez les confrères, vous dites le major d'homme avec les trois, si c'est Dupont venant. Est-ce que c'est des choses qui ne vous élèvent pas? Non, c'est pas ça. Merci encore une fois, cher confrère Piro Louara, pour m'avoir donné l'occasion d'éclairer les lanternes de l'opinion par rapport à tout ce qui se raconte autour de moi. D'abord, l'affaire Christian Bossembe. Les gens ont très souvent la tendance à se détourner du principal et s'occuper du dérisoire, malheureusement. Est-ce que c'est normal qu'un journaliste puisse traiter un ancien président de la République des niais, des caca, des matières fécales? D'abord, c'est ça le problème. Est-ce que c'est normal? Nous avons appris ces métiers. Enlevons d'abord du fait que ce soit Christian Bossembe. Disons par exemple, c'est un autre journaliste qui l'a fait. Est-ce que ça peut paraître normal aux yeux de la société de comparer un ancien président de la République, de quoi père des familles, ami à plusieurs personnes, de les comparer avec
la matière fécale, le niei, les caca. Non, c'est humain. Tout le monde n'a pas été d'accord avec Christian Bossembe. À moins des gens qui ont le bon sens et la rationalité. Il n'a jamais dit ça. Il a parlé du même régime. Vous, mais attendez. Même vous n'avez pas été d'accord avec Christian Bossembe. On connaît Pero Luara, c'est quand même un homme, une grande gueule, mais qui est toujours du côté du bon sens et de la rationalité. Mais vous avez été chassé pratiquement dans des conditions extrêmement atroces de là où vous étiez en train de travailler parce que on a estimé que vos opinions n'étaient pas bonnes pour eux. Mais vous n'avez jamais cédé à l'émotion, à la colère pour arriver à traiter un homme, un humain de caca. Non, vous ne l'avez jamais fait. Et je suis toujours sincère avec moi, honnête et franc. Il n'a jamais parlé de Kabila individu, il a parlé du système. Non, mais la vidéo est là. La vidéo est là. Nous tous, nous avions été à l'école. Nous connaissons ce qu'on appelle les non-dits, ce qu'on appelle l'explicite. Et lorsqu'on vous pose une question, le journaliste vous demande d'établir une comparaison entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. On dit que Kabila était fort dans la répression et que c'est lui qui est actuellement de moins en moins nuisible vis-à-vis des autres. Et vous dites, vous avez une expression. Vous avez une expression que vous avez toujours utilisée. Les gens, Kaka Enye lui dit, ok, c'est ça. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut dire quoi cette histoire? D'abord l'intention. En communication, nous avons appris l'intention de locuteur. L'intention. La communication a une intention. Derrière chaque communication, il y a une intention. Il y a eu sérieusement une intention manifeste de nuit de Kabila. Et moi, je l'ai condamné et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec mon confrère Christian Bossembe, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations. Et j'ai dit que Christian Bossembe devrait présenter ses excuses à la nation parce que Kabila, c'est un ancien président honoraire, sénateur à vie et aussi père de famille. Il devrait présenter ses excuses à la nation et à la famille de Joseph Kabila. C'est ce que j'avais dit. Alors, je lui ai donné 48 heures et la mauvaise coïncidence pour lui, c'est qu'avant que les 48 heures n'expirent, l'UNPC va le convoquer. Et est-ce qu'il y a un problème lorsque l'UNPC convoque un journaliste? On dit que c'est Jean-Marie qui est non, pas du tout. Attendez, je vais vous le démontrer. Et lorsque l'UNPC les convoque, et je vais ici le dire aux intellectuels, l'UNPC à travers son tribunal de prison pour garder les gens. L'UNPC à travers son tribunal de paix instruit à charge et à décharge. Lorsqu'on vous invite, vous jouissez de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Vous n'êtes pas condamné lorsqu'on vous a invité à l'UNPC pour présenter vos moyens. Et je n'ai jamais compris l'agitation de certains confrères qui sont un peu plus proches de Christian Bossembe que nous. On s'est dit non, on va étouffer les journalistes, on vérifie. Alors que... Dit que vous voulez muscler Jean-Marie Kassama qui est derrière vous. C'était il y a des... Attendez. Ceux qui parlent en faveur du président Tshisekedi. Peu avant, je vais vous rappeler, après mon élection, les confrères Nico Faye avaient porté plainte contre moi. On m'a invité, je suis allé, je me suis présenté devant le tribunal des pairs. J'ai été jugé, les confrères ont tiré sa plainte. Peu avant Christian Bossembe, Peter Tiani a été invité devant le tribunal des pairs. Peu avant Christian Bossembe. Mais je n'ai jamais vu Peter Tiani et ses amis s'agiter pour dire parce que nous critiquons le peuple, on veut nous étouffer. Non, pas du tout. Mais pourquoi, lorsqu'on invite Christian Bossembe, on doit crier à la manipulation? Bon, on a compris cette agitation. Pourquoi on doit crier à la manipulation? C'est comme pour nous dire que Christian Bossembe est au-dessus de l'Union. Non, pas du tout. Je vous ai démontré par le passé ici que Kabeya Pingi passe. Plus puissant que Bossembe a été radié de la corporation. Je vais ici vous rappeler que Kassamba a été traîné devant la confrérie Innocent Olenga. Je vais vous citer des cas. Pius Romain Roland a été déjà traîné. Mais pourquoi doit-on crier à la manipulation, à l'agitation? Pourquoi doit-on crier? Et je vais vous le dire. Si aujourd'hui, il y a un camp qui est proche de l'UNPC, c'est le pouvoir. Vous savez qui est la marraine de l'UNPC? C'est la première dame. C'est elle qui a financé nos assises de Mwanda.
Donc, on pourrait aussi dire que l'UNPC est à la solde du régime. Est-ce pour autant que vous devez... Et donc, vous pensez... Attendez, je vais finir cette histoire. Vous pensez vraiment que la première dame était bien contente de voir Christian Bosse traité? C'est lui qui a transféré le pouvoir à son mari de Niaï. Vous pensez vraiment qu'elle pouvait être contente? C'était pour son honneur que Christian Bossembe a été interpellé. Et les dossiers sous son cours normal, s'il s'avère que les faits ne sont pas graves et que les faits, par exemple, sont bénins, il sera acquitté. Mais s'il s'avère que les faits sont d'une gravité telle qu'il y a eu une intention manifeste de nuire, il sera condamné comme tout le monde. Le ciel ne va pas tomber sur nous. Parce que Christian Bossembe, c'est un journaliste comme tous les autres journalistes. Et donc, ça ne sert à rien de crier. Vous avez vu Jeff Kalev avec ses amis être interpellé. Donc, il ne faudrait pas que vous interpelle. Non, voilà, c'est parce que... Non, mais pas du tout. Il faudrait que les gens comprennent qu'à un certain moment, lorsqu'il y a des dérapages, il faut être disposé à être interpellé. S'agissant de Majordome, depuis un moment, j'ai fait la chronique sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui veut parler de moi, tout le monde qui veut me massacrer. Je reconnais que beaucoup de gens aussi utilisent mon nom pour me salir. On utilise mon nom avec des publications. C'était pas votre compte? Non, mais j'ai regardé dans mon compte Twitter, j'ai regardé sur ma page Facebook, je n'ai jamais vu ça. Mais je suis allé dans WhatsApp, j'ai vu des captures. Je me suis dit, bon, finalement, il existe un autre Patrick qui ne soit pas moi. Et donc, c'est normal que lorsque, à un certain moment, vous attirez l'attention des gens, que les gens cherchent à vous réduire. On voit les confrères au-dessus de la photo n'est pas venue de moi. La photo n'est pas venue de moi. Cette publication-là, c'est pas vous. Mes publications sont connues. Tout ce que j'ai publié se trouve sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter. Et je n'ai jamais compris d'où était venue cette photo. Non, je n'ai jamais compris. Mais vous ne l'avez quand même pas démenti, hein? Non, mais j'avais fait un démenti, sauf que le démenti n'a pas fait écho. Parce que les gens sont souvent attirés par le mal. Mais il y a quelque chose qui va dans le sens constructif. Les réseaux sociaux ne sont pas intéressés. Les réseaux sociaux sont véritablement tournés vers la sensation, les émotions, la colère, et tout ça. Vous savez, le jour où, par exemple, il y aura un petit dérapage de Pero Luara, c'est tout le monde qui va crier. On va oublier ces Pero qui nous a fait rêver quand il était à Digital. On va oublier ces Pero qui nous fait rêver quand il présente ses émissions à CEPEL. On va oublier ces Pero, ces bons amis avec qui nous avons partagé un verre. On va oublier. Il y a même des gens qui vont acheter des mégas tout simplement pour partager votre faux pas. Et donc, moi, je ne reconnais pas avoir fait cette publication contre mes confrères. Et malheureusement pour eux, aucun d'entre eux ne m'a appelé pour me dire, mais est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Donc, ils se sont fait prendre dans ces pièges qui a été tendu. Et je crois que moi aussi, j'ai pardonné parce qu'à un certain moment, il faut savoir aussi ne pas donner de l'importance à des faits tels que des petites manipulations, des petites agitations de certaines personnes que je traite souvent des robots communicants. Madame, monsieur, vous suivez l'émission quand soit dit notre invité du jour, c'est monsieur Patrick Lokala. Il est journaliste, vice-président de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, pour la ville-province de Kinshasa. C'est donc lui, l'agent de monsieur Jean-Marie Kessamba. Je ne pensais pas que ça allait nous prendre tant de temps. Bon, pour une fois, on parle quand même de nous-mêmes. Hein. On parle quand même de notre métier. Parlons un peu, monsieur Lokala. Quel regard portez-vous sur le bilan et le mandat de M. Tshisekedi? On dit de vous qu'à un moment donné, vous le souteniez, vous l'aviez dit. À un moment donné, on a dit que vous étiez de la Mouka. Mais bon, parlons de vos opinions. Est-ce que vous pensez que depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir, le Congo évolue, on est en train de stagner, ou on recule par rapport à là où Kabila nous a laissé comme l'estime un certain nombre de Kabilistes? Bon, c'est quand même une analyse très complexe, parce que là, en très peu de temps, je ne peux pas avoir la prétention de tout dire sur le mandat du président de la République, mais je suis convaincu qu'à travers mes mots, certains Congolais, certains de mes compatriotes comprendront si le bilan est négatif ou positif. Vous savez, après les élections de 2018, moi aussi, j'avais dit que les élections étaient triquées et que ce n'était pas les vrais vainqueurs à qui on a passé les bâtons de commandement, mais c'était déjà un fait, il fallait les consommer. Nous sommes passés très vite à autre chose. Et lorsque le président Tshisekedi a lancé le programme 100 jours,
nous étions montés au créneau pour dire que ce programme n'était pas légal. D'autant plus que ce n'est pas lui qui lance les programmes, mais ça allait être plutôt un gouvernement. Et bon, comme on avait la prétention de dire que ces programmes d'urgence étaient venus résoudre quelques problèmes prioritaires qui gangrénaient la société, et les Congolais ont créé. Nous n'avions pas le choix, nous avons accepté. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était un programme pour détourner l'argent des Congolais. C'était un programme, le programme 100 jours, nous a démontré que c'était un programme pour détourner l'argent des Congolais. Beaucoup de millions sont sortis. Les sauts de moutons existent aujourd'hui, il n'y a plus assez d'embouteillages vers Tchangoulama, c'est à cause de ça quand même. Hein? Vous êtes quand même convaincu avec moi que la construction des sauts de moutons, selon les experts du président, allait nous prendre 3 mois. On est parti de 3 mois à pratiquement 3 ans ou 2 ans et demi. Est-ce que c'est une réussite? On nous a dit qu'on va construire des maisons pour les militaires, des maisons préfabriquées. Sont les maisons préfabriquées. On a dit, par exemple, chez moi au Sankourou, qu'on allait quand même réhabiliter certaines routes, rien n'a été fait. On a dit que beaucoup d'argent sont sortis et jusque-là, il y a des gens qui ont été arrêtés, certains ont été libérés. Caméré, par exemple, a été condamné, mais ses co-accusés ont été libérés dans les conditions que nous connaissons. Alors, pouvons-nous dire que c'était un programme pour changer les choses ou c'était un programme pour détourner? Ça, c'est de 1. Lorsque nous prenons l'aspect de la justice, lui-même nous a dit que le bilan est largement négatif lorsqu'il a dénoncé la mafia qui existe au niveau de la justice. Il a dénoncé. Il a aussi dénoncé au niveau de l'armée qu'il y a une mafia. Il a dit au niveau de l'armée qu'il y a une mafia. Au niveau économique, vous n'avez qu'à voir là où Kabila nous a laissés et là où nous sommes aujourd'hui. L'économie congolaise a-t-elle progressé, oui ou non? La réponse est claire. Nous n'avons pas progressé, nous avons régressé. Est-ce que le chantier infrastructure a avancé? Est-ce que le volet diplomatique, aujourd'hui, la RDC est un pays crédible et respecté? On a quand même la gratuité de l'enseignement. Non, mais nous allons... Je vais avec vous, Molo Molo. Il a des Gérard qui recouvre plus de 100%. Je vais avec vous, Molo Molo, pour que les Congolais comprennent. Et j'ai démontré ici que nous n'avons pas un président qui agit souvent, mais nous avons un président dénonciateur. Lorsqu'on est au pouvoir, on vient au pouvoir pour agir et changer le quotidien de ses compatriotes. Mais on n'est pas au pouvoir pour dénoncer. Je vous ai ici démontré que le président de la République a dénoncé la mafia au sein de l'armée. Est-ce que le rôle d'un président de la République est de dénoncer la mafia au sein de l'armée ou d'éradiquer? Est-ce que le rôle d'un président de la République est de dénoncer la mafia au sein de la justice ou de procéder aux réformes? Depuis qu'il a dénoncé la mafia et à l'armée et à la justice, qu'a-t-il fait pour changer? Rien du tout. C'est pourquoi j'ai dit que le Congo n'a pas besoin d'avoir un président qui dénonce, mais le Congo a besoin d'un président qui agit pour changer le quotidien. C'est pourquoi je vous dis à ce jour que la RDC, à mon humble avis, a un président dénonciateur. Et je viens de le démontrer. Donc vous dites que le bilan est catastrophique, en clair. Les deux secteurs-là démontrent que le bilan n'est pas positif. Je prends la diplomatie congolaise. Je pose une question fondamentale. Est-ce que la RDC est un État crédible et respecté à travers le monde? Nous sommes quand même à la tête de l'Union africaine. Hein. Aujourd'hui, on a pu avoir certains postes au niveau de la SADC. On dit que les multiples voix du président ont permis au Congo de ravauder les relations avec ses partenaires bi et multilatéraux. La voix du pays s'est fait de plus en plus entendre depuis qu'il est là à cause de ça. Je vais vous démontrer le contraire. Nous avons perdu une guerre contre les Gabon par rapport à la candidature de notre pays au niveau du Conseil de sécurité comme membre non permanent du Conseil. Nous avons perdu. Avons-nous perdu, oui ou non? Nous avons perdu. Le jour même où le président devrait prendre les bâtons de commandement à l'Union africaine, les chefs d'État ont séché. Ils se sont retrouvés ici, au Congo-Brazzaville. Il y avait le Corona. Hein? Non, mais comment ils se sont retrouvés au Congo-Brazzaville pendant la même période de Corona? C'est un manque du respect envers nos États. Vous avez vu, nous avons encore perdu contre les Gabon par rapport à un joueur congolais, né de pères et de mères congolais.
Nous avons perdu, le Gabon l'a récupéré. Quelle est l'image que nous avons donnée de notre pays quand nous sommes allés participer au sommet de Paris vis-à-vis des insultes de Paul Kagame? Paul a insulté la mémoire collective congolaise. Mais il a été recadré. Mais attendez. Il a insulté la mémoire collective congolaise en méconnaissant que son pays n'avait pas joué un rôle par rapport à la guerre de 6 jours qui a occasionné des millions de morts. Et il est allé très loin, jusqu'à traiter notre prix Nobel de la paix comme un sous-traitant. Et vous avez vu la réaction de notre État. Vous savez, Paul Kagame, c'est mon frère. Paul Kagame, c'est mon frère. Nous avons vu, après les insultes du président rwandais sur nous, son ambassadeur Karigé, un récidiviste, nous a insulté plus d'une fois ici, dans ce pays. Quelle a été la réaction de la RDC? Est-ce qu'un ambassadeur congolais peut aller méconnaître le génocide rwandais au Rwanda et rester 24 heures? Mais Karigé l'a fait sous Félix du Congo. Vous avez vu que nous sommes incapables de dire au Rwanda que vous nous avez agressés et que vous avez une réponse. Vous devez réhabiliter les Congolais. Combien de rapports ont déjà dit que Kagame a un rôle à jouer par rapport à l'agression de l'Est? Quel est le discours de notre État vis-à-vis de Paul Kagame? En lieu et place de demander à Kagame de reconnaître les forfaits, en lieu et place à imposer à Paul Kagame de quitter l'agression, nous sommes allés cautionner le pouvoir de Kagame en acceptant que nos minerais soient raffinés au Rwanda. Un pays agresseur, reconnu par plusieurs rapports, mais nous acceptons quand même d'aller avec nos minerais raffinés au Rwanda. Qu'est-ce qui a manqué à notre État pour que ces raffineries viennent au Congo? Vous avez vu, lors de l'accord que nous avions récemment ici signé avec le Burundi, notre président de la République dire que le contrat qui allait être signé, lui, par la maîtrise des chiffres. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Et tout cela fait que la RDC a aujourd'hui une image écornée vis-à-vis de nos partenaires occidentaux. Vous avez vu déjà combien de fois on a refusé de recevoir notre président de la République par son homologue des États-Unis. Il y a une polémique actuellement autour de ça. Il y a une polémique. Et vous pensez vraiment que nous avons réussi? Comparé, nous tous, nous avons décrié. Nous avons décrié la gestion de la Kabylie. Mais la Kabylie avait chassé un ambassadeur de ce pays. Je crois un ambassadeur de l'espace Schengen a été chassé par la Kabylie. Mais est-ce que ce pouvoir est capable de le faire? Est-ce que notre État aujourd'hui peut-il prétendre être un État devant le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda? Donc, nous n'avons pas de diplomatie. Sur le plan de la diplomatie, nous avons échoué. Prenons maintenant la stabilité des institutions. Vous avez vu, on a débauché les députés nationaux en pleine législature. On a débauché les députés. Il y a des gens aujourd'hui qui, il est du PPRD, mais il est en même temps membre sacré, membre du gouvernement, mais il se revendique membre du PPRD alors que le PPRD est dans l'opposition. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Et la situation sociale de notre pays. Quelle est la réforme que notre État a déjà menée pour changer le quotidien des Congolais? La gratuité de l'enseignement. Vous avez, parlons gratuité, mais la gratuité représente quoi? La gratuité ne signifie pas seulement prendre des enfants qui étaient en dehors du système éducatif et les intégrer. Faut-il encore que ces enfants trouvent des installations viables? Faut-il que les enseignants qui vont enseigner ces enfants puissent être traités à leur juste valeur? Quel est le traitement que notre État réserve à l'enseignant congolais? Je suis fils d'une enseignante et d'un enseignant. Mon père, il est aujourd'hui âgé de 80 quelques, pour ne pas dévoiler son âge. Mais l'État ne l'a jamais retraité. Combien de gens qui ont l'âge de mon père, qui continuent à travailler, ils n'ont plus de la force? En dehors de ceux
qui participent directement par rapport à l'évolution de l'enseignement. D'autres internats sont-ils traités à leur juste valeur? Non, pas du tout. Donc, lorsque vous prenez les tout, la gratuité en soi n'est pas une réussite. D'autant plus qu'eux-mêmes ont détourné l'argent de cette gratuité. Comment ça? Vous vous rappelez, il y a des gens qui sont en prison pour avoir été impliqués dans une affaire de détournement. Et j'ai fini par la situation sociale. J'ai posé la question fondamentale. J'aurais bien voulu être en face. J'aurais bien voulu être en face d'un communicateur du pouvoir. De quelqu'un qui partage les opinions du pouvoir et qui peuvent m'opposer des avis. Je prends la situation sociale des Congolais. Quelle est la réforme qui a été menée pour changer de manière radicale et durable le quotidien des Congolais au niveau général? Quelle est cette réforme? Comme ils disent aujourd'hui qu'il y a une réforme qui a été menée et que les Congolais peuvent dire après le départ de Fachi que non, au moins avec Fachi, nous avons obtenu ça et c'est assuré de manière... Je vais prendre la situation de la baisse des prix des denrées alimentaires. Nous l'avons toujours dit, tous les économistes le disent, que pour changer la situation sociale, notamment les ventres des compatriotes, il faut produire. Il faut que vous mettiez en place des réformes pour booster le secteur agricole. Nous avons un service national. Est-ce que ces deux services que nous avons sont à mesure de nourrir les Congolais, de produire autant d'aliments pour concurrencer les opérateurs extérieurs? Parce qu'en économie, on dit, lorsqu'il y a une production agricole accrue au niveau interne, cela peut jouer en défaveur des opérateurs qui importent. Parce que celui qui produit localement et qui est soutenu par l'État peut bénéficier des allègements fiscaux. Et lorsqu'il bénéficie des allègements fiscaux, on réduit sensiblement les prix. Et le Congolais qui a un pouvoir d'achat faible peut accéder à la nourriture. En lieu et place d'acheter une nourriture produite au Congo, qui est quand même de très bonne qualité, mais à un prix réduit, et consommer une nourriture qui viendrait d'ailleurs, mais qui coûte cher. Le choix est clair. L'État n'investit pas pour produire, mais l'État va aller se griffer sur le dos des opérateurs économiques qui importent. Ça, c'est une réforme palliative qui ne vient pas résoudre le problème de manière durable. Parce qu'aucun opérateur économique ne va travailler en paix. Si, par exemple, on trouve que l'État est de mauvaise foi, bloquer les stocks. Si on bloque les stocks, l'État fait quoi? L'État a-t-il une sanction contre ces gens? Est-ce que depuis qu'on nous a dit que les prix vont baisser, les prix ont-ils baissé? Et donc, ce n'est pas en demandant aux opérateurs économiques de réduire les prix pour résoudre le problème, mais seulement à travers une production agricole motorisée et accrue qu'on peut résoudre le problème. Donc en clair, vous là, et donc, sur le plan du ventre, vous pensez que Kabila est... sur le plan du ventre, rien n'a changé. Le pain, pour ne pas prendre l'illustration de nos amis du PPRD, le pain que nous consommons aujourd'hui est non seulement réduit en quantité, mais en qualité. Comparé au pain que nous consommions en 2011-2013. Et donc, la situation n'a pas changé. Vous prenez le secteur de l'aviation. On dit, voilà, on va réduire les prix. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai même mené une enquête, je me suis rendu compte qu'on a réduit, le poids. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc vous regrettez Kabila? Non, je ne regrette pas Kabila. Je ne regretterai jamais Kabila. Vous pensez qu'il Kabila a fait son temps selon ce que la loi lui donne et il est parti. Il lui revient à celui qui l'a succédé de prendre ce qui était bon, améliorer et changer les choses. Parce qu'à mon humble avis, l'Alliance ne devrait pas seulement se contenter à ce transfert pacifique du pouvoir qui était politique. Mais l'alternance en soi, c'est une alternative. Parce qu'on a été à l'opposition. Lorsqu'on a été à l'opposition, on n'a pas seulement été à l'opposition pour se constituer en dépression. Mais on a été à l'opposition pour regarder, observer ce qui ne marchait pas. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, on vient appliquer en réalité des politiques qui étaient conçues quand on était opposant. Dans le but de changer le quotidien des Congolais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous assistons à une alternative? Il n'y a pas d'alternative. Nous sommes en train de faire un cercle vicieux.
Et donc, sur ce point, nous ne regrettons pas Joseph Kabila. Il est parti, c'était temps pour lui de partir. Ce n'est pas du fait de sa volonté, mais c'est de la volonté des lois de nos pays. Il est parti. Mais il revient à celui qui est là, de ne pas se considérer comme quelqu'un qui serait membre d'un groupe de pression, qui dénonce. Mais cette fois-là, on a le pouvoir. Et lorsqu'on a le pouvoir qu'on a, on n'a pas le pouvoir pour soi. Le pouvoir qu'on a, on le détient parce que le peuple vous l'a donné. Et vous devez vous servir de ce pouvoir pour changer les quotidiens des Congolais. Mais à ce jour, mon quotidien n'est pas changé. Votre quotidien n'est pas changé. Ici, nous sommes servis par un groupe électrogène. Nous sommes à plein Bandal. Bandal ne fait plus rêver. Bandal, c'est comparable à Maluku, par exemple, où les habitants s'achètent des groupes électrogènes. En quoi Bandal serait différent de Maluku? Et donc, lorsque nous prenons tous ces secteurs, les secteurs de l'électricité, combien de Congolais aujourd'hui, depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, accèdent à l'électricité? Combien? Sur les 90 millions ou les 70 millions de Congolais, combien accèdent à l'électricité? Combien de Congolais accèdent à l'eau potable? Combien de Congolais accèdent aux voies de communication, aux infrastructures? Non, mais il a quand même pas une... Le secteur du transport, qu'est-ce qui a changé? Non, mais attendez, non? En Allemagne, le secteur du transport, qu'est-ce qui a changé? Ça fait quand même plus de 60 ans que les pays... Cher Perrault Louara, ce que j'ai dit ici, ce n'est pas ça. Je vous rapporte les faits. Le secteur du transport, qu'est-ce qui a changé? Combien de Congolais aujourd'hui sont capables de prendre un moyen de transport décent? Je vous dis ici qu'on a détourné $1 million qui étaient décaissés pour réparer les bus Transco, les 160 bus Transco. C'est sous Tshisekedi. Donc, moi je vous rapporte des faits. Ce n'est pas une excuse le fait que le pays a été détruit. Pourquoi on a cherché le pouvoir? Parce qu'on savait que le pays est détruit, non? Parce qu'on s'est dit, Kabila iko Mamboka. Kabila zobo Mamboka. Il faut libérer Mboka. Libérer Mboka. C'était ça le message, non? Donc, en faisant ce message, on était conscient que le pays était détruit. Quand on arrive au pouvoir, on ne vient pas pour se plaindre de la destruction du pays qui a été faite par les prédécesseurs. On vient apporter des alternatives, pas pour se plaindre. Donc, on se plaint et on dénonce en lieu et place de travailler pour que la vie des Congolais change. Je ne voudrais pas ici rentrer dans des polémiques que vous connaissez, les nénettes, les mpela, les ceci. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Donc, en tout et pour tout, nous avons perdu beaucoup. Nous avons perdu beaucoup et je crois que le garde est en train de voir. Vous savez, cher confrère Perrault, les vrais opposants du président de la République, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Mouzitou, c'est le peuple. C'est le peuple. Et le peuple va croire que, comme Tshisekedi nous a fait rêver pendant 38 ans à l'opposition, et qu'après son arrivée 5 ans au pouvoir, rien n'a changé, nous pensons que lui n'est plus l'homme de la situation et qu'il faut faire confiance à tel ou à tel autre. Vous pensez que Tshisekedi ne reviendra pas en 2023, vous? Mais honnêtement, j'ai vu ailleurs François Hollande, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est battu. Lui, il est arrivé au pouvoir sur le fait que Sarkozy a échoué. Et quand il est arrivé, il a dit des choses aux Français. Je vais inverser la courbe du chômage. Je vais faire ceci, je vais faire ceci. Si je ne le fais pas, je ne me représenterai pas. Donc, François Hollande a fait un contrat avec le peuple français sur les changements radicaux de la société française. Et il dit, si je ne le fais pas, il se fixe un objectif. Si je ne le... C'était un contrat à objectif. Si je ne le fais pas, je ne me représenterai pas. Il a travaillé au bout du compte. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il avait dit. François Hollande, un homme d'État, un homme responsable, il s'est dit, ok, je me retire. Et compris que la droite et la gauche ont déçu. Ils ont fait confiance à un jeune homme qui se trouve être
Emmanuel Macron. Si Tshisekedi est comme François Hollande, il y comprendrait que les promesses qu'il a faites quand il était opposant, il ne les a pas accomplies. Il s'est contenté de dénoncer. Comme je l'ai dit, nous avons un président dénonciateur. Il s'est contenté de dénoncer. Et comme les contrats à objectif que vous avez signés avec le peuple, vous ne l'avez pas accompli, logiquement et rationnellement, on ne peut pas se représenter. Et je crois que c'est le bon sens et c'est la raison qui peut... Et si, au cas où il pourrait s'entêter, le peuple va en décider. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en train de faire cette émission. Je ne me suis même pas rendu compte que les temps étaient en train de nous passer autant. Patrick Lokala, merci d'être venu nous voir. Dernière question probablement par rapport à la marche de Martin Fayulu. Vous étiez à sa conférence de presse. Finalement, ils ont repoussé le... Vous avez été déçu que la marche soit dispersée ou vous vous dites la Mouka et le Bandundu, comme vous l'appelez, étaient têtus. On pouvait décaler la marche comme Gobilal a demandé de 2 jours. Bon, je voudrais d'abord éclairer l'opinion sur le fait que cette expression est sortie, la Mouka El Bandundu. C'est toi qui l'as sorti lors de c'est la conférence de presse de C'est moi qui l'ai sorti. C'est moi qui l'ai sorti. Je ne veux pas ici revenir sur les 3 questions que j'ai posées à ces 2 leaders de la coalition Lamouka, qu'on m'attribuait d'abord. D'ailleurs, on disait que j'étais de Lamouka. En journalisme, la caricature est permise. Au regard des éléments. Je me suis rendu compte, avec mon statut d'observateur de la société, que la coalition Lamouka, après sa naissance, était composée de plusieurs leaders, issus des différents espaces géographiques. Il y avait des leaders du Katanga, du Bandundu, du Kasaï, du Grand Kivu, même du Grand Équateur. Je ne vais pas ici citer Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Moussi, Vital Kamere, Matungulu, Martin Fayulu, tout comme Adolphe Muzito. Mais je me suis rendu compte que tous les leaders sont partis. Il ne reste que Martin Fayulu et Adolphe Muzito, issus d'une zone linguistique connue, qui se trouve être l'espace Gombandundu. Je ne pouvais pas, au cours de ma question, évoquer tout cela. J'ai fait une caricature. J'ai parlé de la Mouka El Bandundu. Et ça a gêné beaucoup de gens. Ce n'était qu'une caricature. En journalisme, la caricature est permise. Il y a même des journaux satiriques qui ne font que de la caricature. Et même ici, il y avait le grognon. En France, il y a Charlie Hebdo. Et si les autres l'ont fait, je ne vois pas comment moi je pouvais me l'interdire. Alors que j'ai appris ce journalisme-là. Je l'ai fait et j'étais dans les normes. Donc là, vous assumez l'effet de l'avoir dit. J'assume et je l'ai démontré. Si c'était à refaire, vous reposerez la même question de la même manière. Je reposerai, mais sauf que je crains l'agression. Parce que ces gens, la plupart des militants de la Mouka sont un peu intolérants, comme certains de l'UDPS. Et donc, je ne peux plus m'hasarder à aller, d'autant plus que je sais que ces gens-là sont intolérants et ils ne supportent pas le point de vue des autres. Et ils ne supportent pas surtout le fait que vous veniez pour poser des questions difficiles à leur leader. Je reviens maintenant à la question relative au report et ce qu'on peut appeler le décalage de ce qui était d'abord une marche, puis ça devient un meeting populaire. J'ai démontré ailleurs que Martin Fayulu, Adolphe Muzito, aujourd'hui présidium de la coalition Lamouka, la Mouka d'aujourd'hui n'a plus la même force que la Mouka d'hier. Et je l'ai dit, Martin Fayulu, s'il veut se faire une santé politique, il doit se redéfinir. Parce que Martin marque de produits des leaders que j'ai cités ici. Il est devenu populaire grâce au concours des leaders que nous connaissons. Après le départ de ces leaders, Martin Fayulu n'est plus le même. Parce que chaque leader était venu avec ses partisans. Et lorsqu'ils sont partis, la logique voudrait que les sympathisants aussi sont partis. C'est redéfinir, c'est-à-dire quoi? C'est dire que je ne suis plus Martin que j'ai été pendant la campagne électorale. Parce que j'étais soutenu par les grands leaders. C'est redéfinir, c'est fixer de nouveaux objectifs, créer un nouveau cadre fédérateur dans lequel on trouverait des leaders issus du Grand Équateur, du Kasaï, du Bandundu, du Katanga, du Congo central. Plutôt que de se recroqueviller
dans une espèce de lamouka dont on a des leaders issus de la même province. Parce que je vais vous dire que le principe de géopolitique est suffisamment gêné par les tandems Martin Fayulu, Adolphe Muzito, issus de l'espace Gombandundu. On a comme l'impression qu'il se renferme entre. Je dis, il doit se redéfinir pour affronter les enjeux en face. Et la marche du 15 vous a démontré que Fayulu n'est plus le Fayulu de l'époque. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu grande mobilisation. Même s'il faut reconnaître que la police était là pour réprimer les manifestants. Mais je vais ici vous rappeler que du temps de Tshisekedi, même si Kimbuta n'avait pas autorisé la marche, les gens de l'UDPS sortaient, marchaient et paralysaient la ville, sans autorisation, faisant fi de la répression du pouvoir Kabila. Mais pourquoi Martin ne l'a-t-il pas fait? Tout simplement parce qu'il est affaibli, il n'a plus la même force d'attente. D'où il y a grand besoin de se redéfinir. Et je suis convaincu que s'il est arrivé à faire profil bas devant Gentini Ngobila, parce qu'il a compris en réalité que s'il s'engage dans la voie de la marche, il risque de faire un fiasco et cela va se retourner contre lui. La meilleure façon de faire, c'est de faire profil bas devant Gentini Ngobila, qui n'avait du reste aucun pouvoir de reporter la marche, ni de définir un itinéraire pour les marcheurs. Parce que la loi ne lui donne pas la possibilité. Mais Martin Fayulu, ayant compris ses limites, a fait profil bas face à Gentini Ngobila et la marche de protestation se déguise cette fois-ci à un meeting populaire. Pour finir, Pero Louara, je mets quiconque au défi. Je ne connais pas à travers le monde un seul meeting qui a changé le point de vue d'un pouvoir. Le meeting, c'est juste une communication politique. Un message, chacun vient, on sait qu'il n'y a pas de répression, on vient communiquer, chacun rentre chez lui. Par contre, une marche de protestation peut changer la position du pouvoir. Et je soutiens cette démonstration par un exemple pour finir. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé l'intention de vouloir conditionner la tenue des élections par l'organisation des recensements qui prendrait à peu près 4 ans, les leaders de l'opposition de l'époque, autour de la dynamique de l'opposition, constitués essentiellement de Fayulu, de Kamere, de Franck Diongo et de tous les leaders que vous connaissez. L'IDPS d'ailleurs, à l'époque, avait fait le mot d'ordre tard dans la nuit pour soutenir la marche de protestation. Ces leaders, réunis de la dynamique de l'opposition, avaient dit au peuple de sortir dans la rue pour cette fois-là réclamer les élections à bonne date et rejeter les recensements qui conditionnaient l'organisation des élections. Je tiens ici à le rappeler à l'opinion qu'au petit matin, là où les leaders de la dynamique de l'opposition avaient passé nuit, toutes les portes étaient cadenassées. Aucun leader n'est sorti. Mais le peuple s'était mobilisé de partout. Prenez la journée des 16, 17, 18, les 19. Kengo Wadondo s'est exprimé pour cette fois-là rejeter les recensements. Et loko oyo tokolekisa yango lisusu toyo kibino peuple. Pourquoi Martin ne peut-il pas donner un mot d'ordre aux Congolais pour que les Congolais disent oui à la dépolitisation, pour que les Congolais disent oui au conseil électoral, pour que les Congolais disent non à la fraude électorale? Tout simplement parce que Martin Fayulu, même si ses revendications sont fondées, Martin Fayulu n'a pas encore réussi à faire adhérer le peuple dans ses revendications. Le jour où il va faire adhérer le peuple dans ses revendications, il n'aura pas besoin d'aller à Tchangou pour commencer une marche. Les marches commenceront de partout et le peuple va faire fléchir le pouvoir. Patrick Lokala, merci. Merci énormément d'être venu nous voir. C'est la première fois que vous veniez nous rendre visite. J'espère que ce n'est pas la dernière. Déjà à partir de la semaine prochaine, on vous trouvera quelqu'un du pouvoir et vous allez débattre avec je ne choisis pas les invités comme le font souvent les robots communiqués. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité c'était Patrick Lokala, journaliste et vice-président de l'UNPC ville de Kinshasa. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Merci à notre partenaire Boutique La Londoloise. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. Regardez les spots publicitaires qui passent et passez vos commandes. En passant, cette chemise que j'ai mise, si vous voulez la voir,
c'est la Londoloise qui m'a habillé. Vous pouvez donc l'appeler. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.